Pour la négative, Monsieur Edouard Wilbrook, vous avez la parole. À 80 ans, Félix va bientôt redevenir poussière. Autant dire que sa seule perspective est de se désagréger. Et cela ne l'incite plus à placer tous ses espoirs dans la religion. Il demande d'abord de vivre son foi et de le vivre pleinement. Sa pendule d'argent à lui, le tintement qui rythme ses journées, c'est le cliquetis de la bouteille d'Armagnac qui entrechoque son verre. Les verres de ses lunettes, eux, sont déjà poussière, jaunis par le temps. Ils lui font entrevoir le monde en sépia. Félix perçoit ses alentours avec les mêmes coloris que les photos qui le ramènent à sa jeunesse. Il les perçoit à travers le prisme du rajeunissement qui l'obsède. La fontaine de Jouvence, on ne la trouve pas dans le foyer pourtant fastueux qu'il partage avec Berthe, sa femme, et avec quelques domestiques du même âge. Félix surnomme son domicile le potager, tant il a l'impression de partager sa vie avec des légumes. C'est désolant. Berthe était une gravure de mode, elle n'est plus que gravure tout court. Au sein de ce potager désolé, c'est l'hiver qui sévit en toute saison, un hiver de tempête et de gel. Berthe, elle, endure les éruptions de son volcanique de mari. Félix, lui, doit s'accommoder du gel des canalisations de sa femme. Tous les conduits de Berthe sont hors d'usage. Mais que font les médecins? Si le nez du gériatre eût été plus creux, la passe du sphincter en aurait été changée. Si seulement ce n'était que ça. L'autre jour, les médecins ont été contraints de déclarer Berthe en état de mort vaginale. Avant cela, ce couple enchaînait déjà les mauvaises passes. À présent, il n'y a plus de passes du tout. Heureusement pour Félix, Cupidon a plusieurs cordes à son arc. Tous les soirs, il lui apporte le plus plantureux des desserts. Une Charlotte, une Madeleine, une Amandine, une religieuse. Plus rarement. Tous les soirs, au moment du couvre-feu de Berthe, Félix redécouvre ses feux avec une belle de nuit. Tous les soirs, un rayon de soleil se lève. Est-elle brune, blonde ou rousse? Il ignore. Tout pénétrant qu'est son regard, il ne la voit qu'en sépia. Berthe a donc des cornes en abondance. Félix, lui, se convainc que de par son veuvage de la chair, il a toute la légitimité pour s'en aller frayer ailleurs, pour s'éclipser de cet aréopage d'aérophage. Madame le représentant du bâtonnier, Madame, Messieurs les secrétaires de la conférence, Mesdames, Messieurs, Félix veut nous faire croire que l'amant est la légitime défense devant une situation de famine sexuelle. Il se fourvoie. Les trois conditions de la légitime défense ne sont pas remplies, à commencer par la condition de nécessité. Une femme n'est pas d'une nécessité impérieuse pour assouvir ses désirs. Les expédients, les étals de la rue Saint-Denis en regorgent, ou pour les plus vicieux, les commerces du quai de la Mégisserie. Légitimer l'amant est absurde. Légitimer l'amant, c'est le faire accéder au même statut que le conjoint légitime. Et puisque les revendications n'arrivent jamais seules, ce serait aussi lui accorder l'autorité parentale sur les enfants de celui qui l'a fait cocu. N'en déplaise à mon confrère Vignola, la famille humaine, c'est un papa et des enfants. Ou pour les nostalgiques, c'est un papa, une maman et des enfants. Ce n'est pas deux papas parce que maman a un amant et quatre mamans parce que papa a trois amantes. C'est perturbant. Et bonjour la lisibilité pour les enfants. Bonjour aussi la lisibilité pour les centaines de milliers de personnes qui se pressent chaque année dans les théâtres de boulevard, dont la survie ne tient qu'à la pérennité de ce trio immuable,
le mari, la légitime et l'amante. Si l'amante devient elle-même la légitime, quel deviendra l'intérêt de telles représentations? Si vous voulez purger la culture populaire de ces menus plaisirs, sautez à pieds joints. Si vous voulez engluer davantage l'économie de la France, n'hésitez pas. Allez-y. Il est vrai qu'il souffle sur la France un vent de macartisme. Pas une chasse aux sorcières cette fois, mais une chasse au plaisir de tous bords, au plaisir sans limite. Nous vivons une ère où le calfès s'est érigé en veau d'or sur nos places. Alors, c'est vrai, tromper son conjoint n'est pas une infraction pénale. Mais il ne faut pas se leurrer. L'amant n'est pas légitime pour la simple raison qu'il n'est pas condamné par la loi des hommes. Les hommes qui font la loi, parlons-en. Ce sont pour la plupart des hommes disgracieux qui, dès l'instant où ils arrivent au pouvoir, se découvrent une force d'attraction sexuelle qui compense tardivement leur disette antérieure. Ils faisaient fuir les femmes. Maintenant, ils en attirent. Alors, ils ne vont pas scier la branche d'amants insatiables sur laquelle ils sont confortablement assis. Parlons aussi de leur conception de la justice. Leur fantasme de la justice, c'est une orgie échangiste kubrickienne. L'allégorie qu'ils ont choisie en dit long. Une femme dévêtue qui a les yeux bandés. J'aurais préféré l'image inversée de cette figure. J'aurais préféré cette femme en niqab. Au moins, elle aurait la vue dégagée chaque fois qu'elle est trompée. Ce soir, je veux mettre un niqab à Berthe. Je veux parler au nom de tous les cocus condamnés à fermer les yeux. Je veux briser les murs de leur silence. Je veux sonner le glas du bruit assourdissant de l'infidélité. Ce qui est légitime, ce n'est pas l'amant. Ce qui est légitime, c'est le courroux du conjoint trompé. Ce qui est légitime, c'est le remords de l'infidèle. Et du remords, il en aura. Car Murphy fait vite oublier McCarthy. La vie sur Terre devient vite un enfer, un emmerdement maximum. Et le ciel de prendre sa revanche sur les excès des hommes. L'amant vous emporte dans le gouffre du dédoublement. Votre moi devient schizophrène. Chaque partie est contrainte de mentir à l'autre en se découvrant une fausse passion pour la salle de sport, en inventant des rendez-vous clients le samedi ou en multipliant les prétendus verres entre collègues. La difficulté de l'exercice s'accroît encore lorsque l'amante dans le placard se double d'un polichinelle dans le tiroir. L'infidèle se consume de bout en bout, son foyer est à feu et à sang, sa passion passe comme un feu de paille. Une fois raclé le vernis du charme, l'amant se découvre être une raclure. On le voit bien, celui qui fait l'erreur de troquer des années de bonheur triomphant contre quelques minutes de plaisir évanescent, il vit tôt ou tard un supplice de Tantale. Tout se détourne de lui, seule la mort rôde. Tantale, Félix n'y pense guère au moment du dessert de ce soir. Il pense à Berthe, qui est calfeutrée pour de bon, entre bouillotte, traversin et bonnet de nuit. Il pense surtout à Marguerite, celle qui l'attend là sur le perron et qui est, ô heureux homme, l'une des plus grandes virtuoses des jeux érotiques de son temps, qui est une ceinture noire du Kama Sutra. Félix l'invite à prendre un dernier verre dans le salon bleu. Une courtisane avant la nuit est salvatrice. Tellement courte que les tasses sont déjà vides. Après avoir fait un bref étalage de son entrejambe, il faut bien passer à l'entrejambe, et Félix propose de monter. Margot ne veut pas d'empressement. Elle refuse d'être prise pour un flan qu'on gobe, qu'on consomme sans avoir pris la peine de le goûter. Plutôt tir au flanc sur les préliminaires, Félix accepte toutefois de faire cet effort. Il se retrouve dans une ravissante chambre ornée de tapisseries flamandes, d'un guéridon empire et d'un plafond aux poutres apparentes. Poutre apparente, Félix se le retrouve rapidement. Le filtre d'amour qu'il s'est administré est une fois de plus d'une efficacité sans faille. Ce filtre ne le trahit jamais, pour peu qu'il y mette le pH requis.
Alors, quand Margot dégrave son corsage, la gougoute pend déjà. Au milieu de la pièce, trône un grand pouf de velours, sur lequel la pouve gravit le vieux lourd. Un premier frisson glacé le fait tressaillir. Les frissons reprennent de plus belle lorsque les mains de Margot se lancent dans une recherche booléenne. Les mains de Félix ont-elles jeté leur dévolu sur sa chute de rein, et dans un gloussement de plaisir, le croupier se prend au jeu du croupion. Margot se retourne et fait entrevoir aux yeux de Félix ce que ses doigts étaient seuls à voir. Félix prend alors les jambes à son cou, et on arrive à la situation cocasse d'une face de lune dans une lune de fesses. Cette raie l'électrise, et une décharge le cambre une fraction de seconde. Mais rien ne l'arrête. Obstiné, ses papilles se lancent à la conquête du solilès de sa poule. Tout à coup, se sentant écrasé, asphyxié, il la repousse violemment pour reprendre son souffle. « J'adultérin !» lui dit-il dans un soupir. La vue de Félix se brouille. L'apparat de la chambre a perdu son éclat au regard de la grande pompe qui se joue en son centre. Le récit de ce qui va suivre, c'est l'histoire d'une clé que l'on insère dans l'encoche, qui provoque pendant quelques secondes des trépidations du moteur, des chuintements, jusqu'au silence qui livre le verdict d'une batterie à plat. Et oui, la jouissance de Félix au moment d'envahir Margot devient malaise. Le souffle court se fait souffle au cœur. Dans les bras de Marguerite Stenel s'écroule Félix Faure, président de la République française, qui développe une certaine idée de la transe et dont on attend l'expiration. Sa petite mort se fait décidément bien longue. Et le dernier râle qui retentira provoquera un raffut qui se propagera dans tout le pays avec une intensité rarement atteinte. Non, le Félix ne renaîtra pas de ses cendres. Marguerite, elle s'enfuit à grande enjambée, mais jamais sans avoir dit, en bonne républicaine, merci pour ce moment. Mesdames, Messieurs, Félix Faure est plus Faust que fort. Il est de ces hommes qui tentent le diable pour se rendre prisonnier des charmes d'une Marguerite. Il découvre trop tard que les lèvres des amantes ont le goût du malheur, ont le goût de la mort. On ne pourra jamais légitimer les briseurs de bonheur. Ce soir, je suis sur la tombe de Félix, notre ancien primat de la Gaule. Hier encore, on y lisait l'épitaphe qu'il avait choisie. Ad augusta per angusta, vers des choses glorieuses par des voies étroites. Mais Méphisto a fait son œuvre. On lit maintenant sur sa pierre tombale, en lettres de feu, à trop monter, on finit toujours par des cendres.